Et le médiateur qatariste dit aussi inquiet, c'est une escalade dangereuse qui menace de compromettre l'accord de cessez-le-feu. Que se passe-t-il aujourd'hui? Pourquoi ces bombardements qui font des dizaines de morts en une semaine? C'est ce qu'on vient de voir. 2 enfants sont morts chaque jour selon l'UNICEF depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Bélir Nabli, c'est en fait un cessez-le-feu qui n'emporte plus que le nom aujourd'hui sur le terrain. De fait, il n'y a pas véritablement, fondamentalement, un avant et un après cessez-le-feu, malgré également le vote d'une résolution du Conseil de sécurité tendant à acter le deuxième volet du plan Trump. Mais derrière, précisément, cet affichage formel, il y a sur le terrain à Gaza une forme de continuité assez tragique qui se concrétise notamment par la continuation de bombardements qui apparaissent comme indiscriminés dans la mesure où ils se traduisent eux-mêmes par la mort de civils, Mhm. des dizaines de civils pratiquement au quotidien, qui n'ont rien à voir a priori avec des combattants du Hamas. On a vu des images qui l'attestent, ce qui, encore une fois, illustre le fait que les premières victimes de ces bombardements ne sont pas les figures du Hamas, mais les civils de Gaza, et qu'ils constituent en tant que tels des crimes internationaux, crimes de guerre, à minima. Juste pour préciser Oui. qu'Israël affirme avoir tué au cours de ses frappes 5 membres haut placés du Hamas à Gaza. Juste pour apporter cette précision, la cible selon Israël est une cible de combattants. Ils affirment qu'il y a eu d'ailleurs du côté du Hamas une violation du cessez-le-feu avec l'intrusion d'un homme pour une action terroriste. Voilà. Malheureusement, la crédibilité des communiqués israéliens depuis cette opération, en tout cas depuis l'offensive à Gaza, est pour le moins à relativiser, dans la mesure où un certain nombre d'affirmations ont Oui. été contredites. Mais dans ce cas, quel est Oui. l'objectif aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe avec ces bombardements? Pourquoi Israël, dans ce cas, les fait-il? Si pour vous, ce ne sont pas ces raisons-là. C'est toujours le même objectif du point de vue israélien, c'est l'éradication du Hamas. Et en ce sens, c'est vrai que même si le plan Trump annonce ou exige la démilitarisation du Hamas, elle n'est pas acquise, elle n'est pas actée. Et donc, dans l'esprit du gouvernement israélien, son offensive, elle garde toute sa raison d'être, et ça se traduit concrètement par la continuation de ces bombardements. C'est cet angle mort du plan Trump Oui. qui explique également cette continuation des Cet bombardements. angle mort, vous voulez dire cette phase un peu floue dans laquelle on est, où cette résolution a été votée par l'ONU, mais maintenant on attend cette force de stabilisation qui n'est pas encore constituée? Cet angle mort, c'est l'exigence d'une démilitarisation du Hamas que le Hamas n'accepte pas, Oui. n'admet pas, et en même temps le fait que d'autres éléments de ce plan sont exigés, ont été a priori acceptés par les parties, mais ça ne se traduit pas en fait. Par exemple, un autre exemple, le plan prévoit le fait de s'inscrire dans une démarche permettant la création d'un État palestinien. Parallèlement, concomitamment, le gouvernement israélien et la Knesset elle-même, le Parlement israélien, ont exclu une telle perspective. Et ça n'a pas empêché cet accord. Jean-François Corti, vous avez de nombreuses équipes sur le terrain. Qu'est-ce qu'il vous rapporte de la situation sur place actuellement? Oui, mais sérieusement, on en a une centaine de personnes qui n'ont jamais quitté le territoire et qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Et la situation, elle est humainement encore insupportable. On l'a rappelé, c'est quand même près de 300 morts civils depuis le fameux cessez-le-feu, c'est 800 blessés. Et puis, il faut voir différents déterminants qui expliquent mes propos. Il y a près de 700 000 personnes qui ont essayé de remonter dans Gaza City, donc qui ont bougé du sud vers le nord de Gaza. La plupart sont dans un va-et-vient parce qu'il y a des milliers de tentes qui ont été détruites à cause des intempéries dernièrement, et que tout est détruit dans le nord. C'est près de 40% des hôpitaux qui sont partiellement fonctionnels aujourd'hui, donc l'offre de soins reste minimale. C'est aujourd'hui pratiquement 2/3 des familles qui n'ont pas accès à de la nourriture au quotidien. C'est 10% des familles palestiniennes dans Gaza qui ne mangent pas tous les jours. C'est 25% qui font un repas par jour. Ça veut dire que l'aide ne rentre toujours pas On est dans un contexte dans où des quantités suffisantes? l'aide reste
peu proportionné par rapport aux besoins. Le blocus et le siège tel qu'il est opéré par l'armée israélienne reste intense. Le nombre de camions ne rentre pas de manière proportionnée. Et pour vous donner juste un chiffre, on estime qu'il y a près de l'équivalent de 50 millions de dollars de nourriture, de médicaments qui sont tankés et prépositionnés en Israël et à Al-Arish en Égypte, qui ne peuvent toujours pas rentrer parce qu'il y a des contraintes administratives et des blocages israéliens. Il y a du matériel médical qu'on ne peut pas faire entrer, des spatules, des extracteurs d'oxygène, sous prétexte qu'ils pourraient être utilisés pour un usage militaire, ce qui fait que les soins ne peuvent pas être apportés de manière conséquente. Et puis le dernier point, c'est qu'il y a près de 15 000 blessés qui nécessiteraient d'être pris en charge de manière urgente, parce que aujourd'hui la plupart des hôpitaux sont détruits, comme je vous l'ai évoqué. Il faudrait qu'ils soient évacués et on ne peut pas les évacuer. Et en fait, c'est plus de 200 personnes qui sont mortes depuis le 10 octobre par manque de soins, avec près d'une centaine d'enfants. Donc en fait, ayons en tête qu'un cessez-le-feu qui induit plus de 300 morts, c'est-à-dire plus de morts qu'après plusieurs mois de conflit en Ukraine, qui empêche l'aide de rentrer de manière proportionnée, qui met des contraintes aux acteurs humanitaires, comme Médecins du Monde, où nous, on a près de 115 palettes qui sont prêtes à rentrer, qui ne peuvent pas rentrer dans Gaza. Ce fameux cessez-le-feu ou accord de paix éternel, tel que le dit M. Trump, qui ne prend pas en compte l'autodétermination palestinienne, qui ne remet pas en question la colonisation accélérée en Cisjordanie aujourd'hui, où aussi les humanitaires sont en difficulté, qui crée les conditions d'une aide sous-proportionnée et qui ne met aucune perspective de poursuite juridique sur des crimes de guerre, notamment de M. Netanyahu, qui a un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, eh bien, cet accord relève d'une forme d'imposture diplomatique et ne limite en aucun cas une progression qui reste observée d'une dynamique d'anéantissement dans Gaza, parce que lorsqu'on empêche des patients d'être évacués, c'est pas à cause du Hamas ou autre. Là, je vous parle de civils. C'est une centaine d'enfants qui sont morts depuis un mois par défaut de soins, parce qu'on ne peut pas les évacuer, alors qu'il y a plusieurs pays qui pourraient les accueillir dans la sous-région. Ça, là, participe d'une volonté qui continue d'une forme d'anéantissement que certains évoquent sous le terme de génocide. Je pense notamment à la commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui a émis ce mot dans le contexte de Gaza en septembre 2025. Donc, on est encore dans cette dynamique. Pour vous, ce plan de paix, cette résolution de l'ONU, non seulement n'a rien changé, bon, elle a été votée il y a une semaine, mais elle n'a rien changé, et surtout, elle ne changera rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la volonté réelle aujourd'hui des acteurs de faire évoluer la situation ? Aujourd'hui, la cinétique de mortalité, elle a un petit peu diminué parce qu'il y a moins de bombardements, même s'ils persistent. On n'est plus sur des dizaines et des dizaines de morts chaque jour, même si on parle de 300 morts depuis un mois. Mais par exemple, les équipes de Médecins du Monde, on a du mal à faire entrer du matériel, je vous l'ai évoqué, on continue à développer nos opérations, mais dans le même temps, on voit que les organisations comme les nôtres, qui sont fondées sur une approche contemporaine et des principes humanitaires contemporains d'impartialité, d'indépendance, qui peuvent témoigner du non-respect des droits fondamentaux, elles sont mises en difficulté. On a une épée de Damoclès aujourd'hui sur la capacité de réenregistrement, c'est-à-dire de pouvoir travailler à Gaza et en Cisjordanie. Et dans le même temps, simplement pour vous dire, on favorise le développement d'organisations américaines, d'obédience évangéliste, qui sont alignées sur le discours colonial du plan Trump et donc qui vont aller faire une aide humanitaire, mais sans pouvoir dénoncer ce qui se passe, notamment sur le défaut des droits. Et c'est ce qu'on voit arriver. Et la Fondation humanitaire pour Gaza, qui a déjà fait polémique il y a plusieurs mois, où il y a eu des milliers de morts aux abords de ces dispositifs, un dispositif mené par des mercenaires proches des autorités israéliennes et américaines et qui n'ont rien d'impartial et d'indépendant. Ces acteurs-là sont favorisés aux dépens d'organisations des Nations Unies qui sont indépendantes. Elle a été mise de côté, cette fondation humanitaire pour Gaza. Elle est de retour, vous la voyez de retour? Aujourd'hui, il y a des perspectives potentielles d'un retour de la Fondation humanitaire pour Gaza, avec un développement plus important dans la bande de Gaza. Et donc, encore une fois, la facilitation d'acteurs dits non gouvernementaux, dits humanitaires, mais qui ne sont pas du tout indépendants, qui répondent à un récit colonial du plan Trump et qui
pour eux, ne présentent pas de discours allant dans le sens de la nécessité de voir des Palestiniens impliqués dans l'autodétermination de leur pays, de remise en question de la colonisation. Et simplement, pour terminer, notre demande, elle est très forte, c'est que l'aide, elle doit rentrer de manière massive. Le fait d'empêcher l'aide se relève d'un crime de guerre, un non-respect du droit international humanitaire. Il faut que les milliers de blessés, dont des enfants, dont des malades, soient évacués dans les hôpitaux fonctionnels. La France peut prendre sa part, comme l'Italie et d'autres le font. Et aujourd'hui, on voit encore une perspective d'anéantissement en cours et cela doit être dénoncé massivement. Disons qu'il y a un caractère fictif dans le plan Trump, mais qui, de facto, a été validé au niveau diplomatique et à l'échelle internationale. Il y a quand même eu une résolution du Conseil de sécurité qui a été adoptée et qui vient finalement... Il y en a eu d'autres qui ont été adoptées et qui n'ont pas été suivies d'effet, malheureusement, sur ce... Du Conseil de sécurité, beaucoup moins. C'est souvent des résolutions de l'Assemblée générale. Là, on a une résolution du Conseil de sécurité, ce qui signifie que les Russes et les Chinois se sont juste abstenus et ont permis leur adoption. Ce qui dessine, en vérité, un schéma qui nous renvoie à l'avant 7 octobre, à savoir une volonté internationale de marginaliser à nouveau, de neutraliser la question palestinienne parce qu'elle est trop complexe, qu'elle n'aura pas de réponse effective tant que, côté israélien en particulier, il y a cette posture qui consiste à exclure toute perspective d'État palestinien. À partir du moment où une solution politique est exclue, il n'y a pas de solution. Et que, d'une certaine manière, l'urgence humanitaire est la seule forme d'expression, d'avancée, même relative, qu'on peut constater. Mais il n'empêche, le caractère fictif du cessez-le-feu s'explique par le fait qu'il y a un plan qui traduit une volonté de la présidence Trump de faire la démonstration de sa domination, de la domination américaine dans la région, mais qui, en même temps, est une vitrine qui ne saurait masquer le fait que, politiquement, la situation est complètement paralysée, notamment parce que la perspective d'un État palestinien est exclue. Et d'ailleurs, le parallèle entre la situation à Gaza et la Cisjordanie est tout à fait significatif. En Cisjordanie, on a une situation de colonisation de fait, même si le président Trump a exclu la validation, la reconnaissance de l'annexion de la Cisjordanie par Israël. Oui, mais c'est une posture formelle. Oui. De facto, c'est-à-dire sur le terrain, qu'est-ce qu'on constate au quotidien et depuis des mois? Ce sont des milices de colons israéliens protégés par l'armée, donc par l'État, et qui agressent, accaparent des terres, des biens, et qui même assassinent le tout dans l'impunité la plus totale. Vous nous dites, si je comprends bien, on est de retour au statu quo antebellum, en tout cas avant cette guerre-là en quelque sorte, dans le sens où on va remettre ça au second plan en se disant c'est trop complexe, on n'y arrivera pas. Il y a quand même une différence peut-être, c'est que les Qataris qui se sont investis dans cet accord ont l'oreille de Donald Trump. Est-ce que ça peut changer quelque chose quand on voit cette mise en garde aujourd'hui du médiateur qatari? C'est une escalade dangereuse, ils ne lâchent pas. Eux, ça c'est quand même la possibilité que derrière quelque chose se passe. Oui, parce qu'il y a aussi leur crédibilité internationale qui se joue. Ils se sont tellement investis, les Qataris, que si finalement ils n'obtiennent pas grand-chose, sachant qu'ils ont été bombardés, eux, ils sont quand même obsédés par ce précédent. Les Qataris ont vu leur souveraineté ou leur intégrité territoriale gelée en dépit du soutien américain. Et pour eux, c'est une source de radicalisation, entre guillemets, diplomatique. Et donc, ils essayent de trouver des points tendant à démontrer leur capacité à faire face aux velléités israéliennes. Mais il n'empêche, moi, ce que je perçois, c'est une volonté de neutraliser à nouveau la question palestinienne, alors même que elle est toujours aussi prégnante et problématique. Et d'autant plus, regardez ces images qui ont été tournées dans le sud de Gaza hier par un drone. Parce qu'aujourd'hui, ce qui reste du sud de Gaza, et du nord aussi d'ailleurs, c'est ça.
Mais je vais dans ce sens qui vient d'être dit. Enfin, on revient sur le statu quo des accords d'Abraham d'avant 7 octobre 2023, où il y avait une forme de normalisation, et y compris la plupart des pays arabes étaient alignés sur une forme de paix qui se présentait, mais où on oubliait la possibilité pour les Palestiniens de revendiquer un État. Mais là, on peut plus dire, reprenons là où on en était avant. Aujourd'hui, ce qui se profile, et on le voit bien, c'est que il y a toujours des morts civiles, que l'aide humanitaire est empêchée, je l'ai évoqué, que le droit international humanitaire n'est pas respecté sur Gaza, et dans le même temps, une colonisation active avec une validation de la Knesset de pouvoir coloniser la Cisjordanie avec un impact sur la vie et sur le travail des humanitaires qui est conséquent. Je comprends, mais juste sur Gaza et sur ces images qu'on voit, s'il vous plaît, juste un instant, si on peut s'y arrêter. Ouais. La vie est encore possible à Gaza aujourd'hui, c'est une vraie question. Vous avez des équipes avec lesquelles vous êtes en contact au quotidien. Ouais. C'est possible de reconstruire une vie aujourd'hui sur ce qui reste ? Je crois qu'ils n'ont pas le choix. Vous avez l'entièreté quasiment des terres cultivables qui ont été détruites, quasiment l'entièreté des puits, des nappes phréatiques qui ont été polluées plus ou moins volontairement. Vous avez pratiquement 100% des structures essentielles, production d'eau, électricité, qui ont été détruites. Donc ce territoire a été rendu invivable. Mais les gens sont chez eux, ils ont leur vie là-bas, même s'ils n'ont plus rien, ils ne se projettent pas dans un autre territoire. Et ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, toutes les hypothèses, c'est que pour l'instant, 50% de la bande de Gaza reste encore occupée par l'armée israélienne, et 50% reste un territoire avec des enjeux de démilitarisation, notamment du Hamas, là où vivent ces personnes, où l'aide ne rentre pas. Et on voit qu'est en train de se dessiner potentiellement une répartition où il y aurait de part et d'autre de cette fameuse ligne jaune qui départit ces deux territoires, une zone green zone verte, où justement, là où les Israéliens et l'armée israélienne restent présentes, il pourrait y avoir une aide qui soit proportionnée avec des Palestiniens qui pourraient venir plus ou moins en sécurité, mais à qui on dirait que l'autodétermination n'est plus un sujet et que l'État palestinien n'est plus un sujet. Donc on voit d'une certaine manière une aide humanitaire à géométrie variable qui est vraiment utilisée comme un outil politique de négociation pour séparer une population en deux, pour calmer les velléités d'autodétermination, et pour considérer que là où ces personnes vivent, là où on voit ces images, eh bien cela restera comme ça, et la vie restera impossible, et si vous voulez y rester, c'est à vos risques et périls. Aujourd'hui, on meurt de tout à Gaza. On meurt d'une infection par manque d'antibiotiques, on meurt d'un défaut de soins par chirurgie sans antalgique et sans anesthésiant, parce qu'il manque encore ce genre de matériel. Il y a des campagnes de vaccination qui ont démarré. Médecins du Monde y participent. On a vacciné près de 500 enfants, mais les enfants qui sont malnutris, il y en a encore beaucoup, sont sujets à des infections qui peuvent les tuer du jour au lendemain. Donc, on reste sur un territoire qui reste invivable, une aide qui ne peut pas rentrer de manière massive, et donc ce cessez-le-feu qui n'a pas entièrement résolu la question humanitaire, la possibilité pour les ONG de travailler de manière correcte, et la question coloniale qui reste un élément de conflictualité majeure dans la région et qui n'a pas été traité. Et donc on parle bien d'un cessez-le-feu, on parle pas d'un accord de paix, parce que tous les éléments sont encore là pour de la conflictualité. Un dernier mot, Bélir, le mot de la fin. Oui, merci d'abord de diffuser ces images, parce qu'elles permettent de souligner que derrière l'objectif de guerre affiché par Israël, à savoir la destruction du Hamas, concrètement, c'est à la destruction de Gaza que l'on a assisté depuis le 7 octobre, et que ces images traduisent également matériellement, je dirais, la définition même d'un génocide, tout simplement, à savoir la volonté de détruire une population, une partie de la population, avec une intention précisément d'anéantissement. Et cette intention, elle est palpable ici. Ce n'est pas le fruit du hasard. Si on voit de telles images, ce n'est pas le fruit d'une catastrophe naturelle. Cela procède d'une volonté politique et d'une stratégie militaire. Donc il faudrait peut-être dépassionner le débat autour précisément de la question du génocide, qui est une notion juridique, qui peut être démontrée en l'espèce de manière raisonnable et rationnelle, et en même temps souligner que ça reste derrière ces décombres des humains qui ont subi de telles destructions, et qu'en ce sens, Gaza reste une tragédie humaine, mais qui procède d'une volonté politique, et c'est en ce sens que c'est également historique. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci, on pense à vos équipes, bien sûr.